d'Alger se transforme et prend des contours différents au gré des événements historiques. Fondée par les Phéniciens, elle est d'abord Icosime, la Punique, 2 siècles avant notre ère, puis Icosium, la romaine. Elle sera numide du temps de Juba II. Et c'est au Xe siècle que Bolorin ibn Ziri fonda Al-Jazaïr des Banu Mazghanna, les Mazghanna étant une tribu amazigh sanhadjienne. Par la suite, les Turcs en font une possession ottomane, appelée la Régence d'Alger, avant de subir l'occupation française. Alger-la-Blanche est aujourd'hui la capitale de l'Algérie indépendante. Éternel et irréductible Alger. Comme toutes les villes du bassin méditerranéen, Alger se modernise. Pour satisfaire une demande croissante de transport collectif, la ville se dote d'un réseau ferroviaire souterrain de type métro. Le premier tronçon, Grande Poste Haï el-Badr, est entré en exploitation en 2011. Le projet prend de l'ampleur. Des travaux de génie civil et pose de ligne de l'extension Grande Poste Place des Martyrs commencent en 2009. La station Place des Martyrs est située au pied de la Basse Casbah. La zone est classée patrimoine national et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La réalisation de cette station dans ce secteur sauvegardé obéit à une démarche spécifique de sauvegarde. Ça a commencé avec le projet de la station de métro à la Place des Martyrs. Donc on s'est dit qu'il y a certainement des choses sous le sol, qu'il doit y avoir un potentiel archéologique sous cette place à cet endroit. Et ça a commencé par des sondages profonds jusqu'au substrat, jusqu'au sol stérile, sur une profondeur de plus de 7 mètres. C'est ce diagnostic qui nous a révélé donc l'existence de vestiges en stratigraphie de plusieurs séquences, donc de plusieurs périodes de l'histoire d'Alger et qui remontent jusqu'à plus de 2000 ans. Dans le plan, on est obligé de faire le répertoire de toute l'histoire de toute la Casbah, d'accord, en démarrant des Phéniciens, des premiers occupants, jusqu'à l'ère actuelle. Et nous avons donc fait des recherches d'archives, des recherches documentaires, des recherches sur la littérature. Nous avons toujours entendu parler de cette Jazaïr Banu Mazghanna, de cette Icosime, de cet Icosium, dans le centre névralgique était dans les environs. Nous avons, en août 2008, fait des sondages avec 4 archéologues seulement qui ont déterminé qu'effectivement, il y avait bien des structures. Et ça n'est pas uniquement des objets qu'on devait déplacer dans des musées. Il y avait effectivement donc des structures, ce qui a donné l'importance à cette découverte et la prescription aujourd'hui. Après ce diagnostic, les résultats donc, de l'analyse des données, etc., le ministère de la Culture a décidé d'organiser donc une fouille de sauvetage. Il ne s'agit pas seulement de mettre au jour les vestiges qui existent et de les déposer, mais il s'agit également de laisser des témoignages in situ sur place et de les valoriser. D'ailleurs, le projet du métro a intégré un espace muséal, ce qui permettra au grand public dans l'avenir, en prenant le métro à cette station, il va traverser 2000 ans d'histoire d'Alger. À propos d'histoire, comment ne pas se souvenir du film culte Tahia Ya Didou qui rend hommage à la ville d'Alger.
Dans ce film de Mohamed Zinet, Himoud Brahimi, alias Momo, l'enfant terrible de la Casbah, déclare avec ferveur et poésie l'amour qu'il porte à sa ville natale, El-Bahja. يا بهجتي قالوا لك باللي انت مبنيه فوق الجزيره الخضراء والجبل مول القمقم الابيض راهم ساميك على الشفره قالوا لك باللي معدن الحياه حجره نافسه عند القلب اللي يقرا من قراك قرا الحياه يا بهجتي واللي قرا الحياه منك ما يبرى. C'est une première en Algérie. Comment faire pour réaliser une station de métro en zone urbaine protégée sans détruire les vestiges archéologiques, mémoire de notre passé? Une opération comme celle-ci doit nécessairement faire appel à l'archéologie préventive. De fait, dès juin 2013, une équipe d'archéologues est sur place. La fouille commence. Parce qu'on intervient en zone urbaine, il y a la mise en place d'un groupement entre le Centre national de recherche en archéologie, qui était un établissement public algérien, avec l'Institut français qui est spécialisé dans le domaine de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, si vous voulez, c'est comment concilier l'avenir tout en sauvant le passé. Alors on le sauve en dégageant des ruines, des vestiges que l'on va garder pour les présenter au public, comme un certain nombre de vestiges ici. Et puis parfois on détruit complètement, mais on détruit et tout en enregistrant. Là j'ai les pieds sur les archives du sous-sol d'Alger. Donc on va les relever, on va les photographier, les prendre en 3D, les analyser, etc. Et même si nous les détruisions, elles seraient sauvées, on en aura fait une excellente photocopie. C'est celle-là? C'est la 28, la tienne? Sur le chantier, nous avons deux équipes, deux équipes qui se complètent. Il y a des archéologues algériens et des archéologues français spécialisés dans divers domaines de l'archéologie et qui interviennent et gèrent justement cette opération de fouille archéologique. Le chantier en place, commence alors l'opération de décapage. On dégage la terre en surface pour atteindre les premières couches archéologiques. Nous nous trouvons actuellement dans les premiers niveaux qu'on a découverts dès qu'on a ouvert. Et donc c'est les premiers niveaux de la période ottomane que la période française avait complètement démoli pour faire place à cette grande place de la Régence. Donc nous avons parmi les premiers niveaux qui se trouvent à peu près à 1m60, 1m70 de l'actuel niveau de la place des Martyrs, nous avons quelques restes de pièces, de quartiers de la période d'avant 1830. Là, on est à un niveau un peu plus bas, peut-être un peu plus ancien que 1800 ou 1700. Plus ancien, nous sommes dans un quartier où il y a des ateliers de ferronnerie. Par exemple, vous remarquerez qu'il y a ici des traces peut-être d'enclume où le ferronnier tapait son métal. Vous avez des traces même de cendres que vous trouvez ici, qui sont encore présentes. Vous avez aussi des citernes ou des espaces souterrains qui, pour une partie, prenaient peut-être les restes des cendres, ou alors carrément, comme les forgerons ont besoin d'eau, ils ont aussi des citernes d'eau. Voilà. Donc ça ne représente qu'une partie de la zone de la période ottomane qu'on a préservée, parce que le reste a été enlevé pour pouvoir descendre dans les profondeurs.
Les Français se sont installés à l'arrivée, se sont installés au palais de la Djenina. Alors ils avaient besoin d'installer les troupes. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'état des vestiges qui sont rasés sur la totalité d'un nivellement qui est en pente ouest-est. Cet endroit-là était une espèce de delta en V qui s'ouvrait vers la mer et il était en dégradation depuis Dar el-Hamra jusqu'à peu près les voûtes de la place des Martyrs. Donc avec le temps, tous les occupants de cette zone-là ont occupé ces escaliers qui vont de Dar el-Hamra aux voûtes. Donc c'est 0,19 mètres de différence. D'accord? Donc on a occupé le terrain de cette manière-là et au fur et à mesure, ça montait. Nous sommes sur une partie qui a été reconnue comme la mosquée Sayyida, mais l'étendue de la mosquée va surtout vers l'ouest. Ce que nous avons dégagé là, c'est des structures qui sont rattachées à la mosquée, mais dont on ne connaît pas encore l'identification, l'affectation de ces structures. La première chose qui a été démolie dans cet espace, c'était le Beit el-Mal, après la mosquée. Et en dernier lieu, c'était 2 ans après, c'était le minaret qui a été détruit en dernier. La construction de la mosquée Es-Saïda remonte au XVIe siècle. Détruite par les Français en 1832, les 20 colonnes de marbre sur lesquelles reposait la coupole ont été transférées à la grande mosquée, Jama' al-Kbir. Cette galerie extérieure n'est pas d'origine. Elle a été rajoutée en 1836. Le mimbar de la mosquée Es-Saïda a pris place dans cette mosquée de la pêcherie, Jama' al-Jdid. Fait de marbre, le mimbar est délicatement ciselé. La mosquée a été construite en 1660. Les Ottomans l'ont dédiée au rite hanéfite. Jama' al-Jdid était fréquenté en effet essentiellement par les janissaires. Après un mois de fouilles, les résultats récoltés montrent que cet espace présente plusieurs phases d'occupation qui remontent à l'Antiquité et se prolongent jusqu'à nos jours. Après un mois de fouilles, on est descendu effectivement à 7 mètres de profondeur pour atteindre le rocher et on a rencontré 2000 ans de l'histoire d'Alger. 2000 ans avec le rocher, avec par-dessus l'occupation à l'époque de Juba II, avec par-dessus une occupation romaine, avec des maisons d'un côté, une grande basilique de l'autre côté, entre le 2e siècle et le 5e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, une nécropole qui est mise en place sur toute la surface, c'est-à-dire un cimetière avec les tombes des gens qui ont été enterrés. On ne connaît pas encore exactement l'époque à laquelle ça s'est passé. On sait que c'est avant le Moyen-Âge, puisqu'à partir du 11e, 12e siècle, le secteur est réoccupé et il y a encore à nouveau des maisons qui sont installées et Alger qui se développe. Et puis après, Alger qui va, si on poursuit dans le temps, ce secteur qui va se modifier et avec l'installation de maisons à l'époque ottomane et d'un quartier artisanal qui finalement en partie sera rasé à l'époque coloniale, donc 2000 ans plus tard. Les archéologues sont à l'œuvre, avec méthodologie, à la recherche de vestiges qui viendraient enrichir les données scientifiques sur ce site. Là, on est dans une partie totalement au sud de la fouille. On a découvert au-dessus un certain nombre de vestiges qui peuvent être d'époque médiévale, mais pour le moment, je n'ai pas plus d'informations.
qu'on a enlevé hein, les jours précédents. Pour le moment, moi j'ai trouvé un niveau qui me semble un peu cohérent, donc j'enlève celui qui est dessus. Et a priori, on peut avoir des sépultures qui sont dans ce niveau ou creusées dans le niveau que je suis en train de soit d'enlever, soit sur celui que je suis en train de découvrir. D'accord. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le paquet, ça sera de régler, de purger le problème de celui-ci. Donc là, tu as trois... On est théoriquement dans le monde byzantin. Et ben, ça va nous apprendre peut-être un petit peu comment les gens, pas vivaient, mais comment on les enterrait. Donc c'est quand même une partie de la vie aussi. Et puis si on a de la chance et si les os sont pas trop mal conservés, on va essayer de découvrir dessus des traces par exemple de maladies, des traces que peuvent laisser le travail aussi. Même si l'échantillon est relativement faible, en tout cas ça fait déjà un bon début de travail. Donc on essaye de reconstituer tout compte fait l'histoire de la tombe avant de reconstituer l'histoire, si on pouvait, l'histoire d'une population qui a vécu ici. Normalement, je ne veux pas m'avancer trop parce que les datations sont encore relativement imprécises vu qu'on n'a pas encore réellement travaillé là-dessus. La mosaïque, elle est censée être du 4e siècle après Jésus-Christ. Donc entre le moment où on a la mosaïque, c'est-à-dire un bâtiment avec ce sol qui est fréquenté par des gens, et le moment où on enterre dedans, il s'écoule 3 siècles. Les tombes sont creusées passent à travers ce sol de mosaïque. On se trouve à peu près à 4,5 mètres, 5 mètres du niveau de la place des Martyrs. Et nous sommes sur le sol d'une basilique paléochrétienne romaine du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. C'est un bout de basilique, c'est le démarrage de la basilique. Donc c'est peut-être le tiers ou le quart de la basilique. Tout le reste se trouve vers la place des Martyrs, vers les voûtes. Ce qu'on observe sur notre mosaïque, c'est bien sûr des creusements de tombes directement sur la surface du sol et bien sûr quelques lacunes qui sont un peu partout. Une découverte d'une mosaïque dans un milieu urbain diffère d'une autre qu'on peut découvrir dans un milieu rural, parce qu'ici les dégradations sont plus anthropiques. C'est-à-dire c'est l'homme qui a participé à sa dégradation. Pour le travail de la conservation, c'est vrai que ça va prendre du temps, vu la multiplication des tombes, bien sûr, et des lacunes. C'est-à-dire un travail qui va se faire pratiquement en consolidant toutes les parois, bien sûr, la mosaïque. Une fois quand on aura terminé les consolidations, on va entamer, bien sûr, une opération du nettoyage de la surface, pour éventuellement mettre au jour que ce soit les motifs et bien sûr tout ce qui est polychromie, c'est-à-dire les couleurs du moment que notre mosaïque elle est en polychrome. Il va y avoir une décision qui sera un peu compliquée, c'est la conservation in situ de la mosaïque ou la dépose. Parce que si ce sera une dépose, là c'est toute une opération qui va être effectuée. La Terre garde en mémoire les traces matérielles de la vie et des événements du passé. Au fil du temps, l'homme laisse derrière lui ce que l'on appelle un mobilier archéologique. De la poterie, des armes, de la monnaie, du bâti, etc. Ce sont autant de vestiges que l'archéologue s'efforce de faire parler. La céramique dans l'archéologie est un facteur essentiel. Pour la détermination de la datation de l'espace et pour la détermination des circuits commerciaux qui étaient en vigueur à l'époque. Et le matériel archéologique consiste en matériaux de construction,
de céramique. Là aussi, on trouve des ossements humains qui sont reconnus par les anthropologues. Mais pour les ossements humains, généralement, on les trouve dans les temples qui sont localisés dans la zone 9. Je suis venue plusieurs fois déjà sur ce chantier depuis 2013, donc j'ai fait plusieurs interventions en fait, puisque le but principal, c'est pour l'instant en tout cas, avant d'entamer la phase d'étude proprement dite, c'est d'arriver à fournir des fourchettes chronologiques aux personnes qui sont en train de fouiller pour qu'ils sachent un peu où ils vont. Donc régulièrement, je fais des séjours ici pour inventorier le mobilier et pouvoir leur donner des fourchettes chronologiques sur ce qu'ils sont en train de fouiller ou ce qu'ils viennent de finir de fouiller. La fouille nous permet de constater l'évolution de cet endroit. Comme par exemple derrière vous, vous avez le sol d'une pièce qui est pavée en briques. C'est typiquement ottoman, dont l'origine se retrouve aussi ailleurs. Comme par exemple à la Qal'a de Beni Hammad, nous trouvons aussi le même pavement. Ce mobilier archéologique va servir à témoigner de la production qui était à l'époque, pendant l'époque ottomane. Et nous avons l'exemple comme quoi la mosquée a été rénovée et entre autres, parmi les rénovations, il y avait des revêtements de carreaux de faïence pour les murs de la mosquée. Là, on est en train de fouiller l'individu qui se trouve dans une sépulture. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement méticuleux, c'est pour ça qu'on n'utilise que des tout petits outils comme cela, pour pas abîmer les os et puis pour déplacer le moins possible les petits os tout fragiles comme les os qui sont ici, qui sont des os des mains ou des pieds. Et on est en train de le dégager complètement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé quand on l'a inhumé. Et ce qui s'est passé éventuellement après, parce que c'est des tombes assez particulières où il n'y a pas un individu dedans, mais en fait elles sont réutilisées plusieurs fois. On peut avoir jusqu'à 8 individus. Peut-être qu'elle la tombe, elle passe dessous, là, je sais pas trop. Là, on est au niveau des pieds, de toute façon, c'est le 14. Il va pas, on aura rien. Oui, peut-être que le reste du Maccabée, il a été emporté par... à moins que ça, ce soit... Ça, c'est un mur qui est arrivé bien après tout le reste. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout recoupé. Et je ne sais pas encore de quelle époque il est, on le verra avec le matériel. Avec le matériel, oui. Parce que ce coin est très très complexe. On a un peu du mal à comprendre ce qui s'y passe parce qu'on a 10 à 15 siècles entremêlés sur 1,50 m de profondeur. Et apparemment, quand il y a Dans cette partie sud de la fouille principale, les archéologues ont mis au jour une zone dédiée aux activités commerciales et artisanales. Ce quartier remonte à la période ottomane. Il est constitué de 4 ateliers de surface modeste, spécialisés dans la forge de fer, de plomb, de cuivre et des métaux précieux. Ici, le quartier des boutiques, constitué d'un bâti de 5 unités. Le quartier est traversé par une ruelle qui passe à proximité de Beit el-Mal. « 800 pièces de monnaie ont été découvertes sur le site.
Ces pièces remontent à différentes époques de l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Chaque pièce prélevée est soigneusement nettoyée, identifiée et répertoriée. Les monnaies sont d'excellents marqueurs chronologiques. Elles portent la trace d'événements historiques et sont souvent des indices de la circulation monétaire. De ce lot de monnaies émerge un ensemble de 384 pièces en argent d'origine espagnole. Ces pièces ont été émises sous le règne des rois Philippe II, III et IV, ayant gouverné successivement l'Espagne entre 1556 et 1665. C'est ici, dans cette boutique, que le trésor a été mis au jour. L'homogénéité et la provenance du lot semblent exclure une thésaurisation ou un achat commercial. Elles suggèrent plutôt un paiement d'une rançon versée à des corsaires. Pour avoir un aperçu historique de la ville d'Alger, un détour par le musée des Antiquités s'impose. Cette stèle punique représente un personnage debout, la main droite sur l'épaule, la gauche tenant un alabastre. La stèle provient de la région de Tamentefoust. Ceci est une dédicace au roi Ptolémée, fils de Juba II, découverte à la Basse Casbah. Une stèle d'un cavalier numide qui remonte à la période romaine, découverte à Bab el-Oued. Mosaïques, stèles et autres vestiges de différentes périodes témoignent d'un passé riche en événements historiques depuis l'Antiquité. Donner de l'ampleur au mouvement, il faut que tu recules pour avoir de l'ampleur. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans cette partie-ci, aussi bien dans la partie la plus à l'ouest que dans la partie sur laquelle il y a la rampe là actuellement où il y a la pelle mécanique, on se trouve sur des citernes très profondes. On est sur des citernes qui sont sans doute là aussi du XVIe ou du XVIIe siècle, qui ont été apparemment instaurées. C'est apparemment un décret qui a obligé la mise en place de ces citernes suite à des périodes de sécheresse, voilà, de manière à pouvoir conserver de l'eau. Et ces citernes, elles sont descendues, mais alors très très profondément dans tous les niveaux. Malheureusement, elles ont percuté tous les niveaux antérieurs. Et donc, dessous, il n'y aura plus rien. Les citernes sont extrêmement profondes. Celle qu'on avait un peu plus à l'est là-bas fait au moins 4 mètres de profondeur parce qu'on n'a pas atteint le sol encore en profondeur. Vous voyez qu'ici, moi je fais déjà 1,90 m, il y a au moins 2,50 m. Au bout de mon doigt, il doit y avoir 2,50 m, donc on est largement dans les mêmes types de profondeur. Et bon, celle-ci est un peu particulière parce qu'elle est presque luxueuse. On a du mal à imaginer qu'elle n'a servi que à stocker de l'eau, en particulier avec cette série de colonnes monolithes là, qui sont quand même de belles constructions. Sur l'autre, on n'a pas ce type de décor. On a des colonnes aussi, mais qui sont monolithes, simplement, qui sont des blocs carrés en construction simple. Le niveau du sol devait être à peu près là-haut, au niveau d'Arras actuel, sans doute même un peu au-dessus, puisque derrière vous, vous avez la voie romaine. Donc la voie romaine, elle a été masquée par les sols ottomans. Et donc, il faut imaginer qu'au-dessus de cette citerne s'élevait le bâti, la construction et les gens qui habitaient dans 1, 2, voire 3 niveaux au-dessus de ce niveau de sol. Et à partir de là, donc, ils ont creusé à l'intérieur du bâti pour pouvoir installer ces citernes. Et donc creuser sans doute en sous-œuvre, sous les murs encore debout, pour pouvoir aller plaquer les parois de ces citernes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons donc 3 citernes sur le site. Une complètement à l'ouest, c'est celle-ci, une dans la partie médiane et une autre complètement à l'est. On a au moins 2 citernes, parce que la 3e, on ne l'aura pas complète,
on a au moins 2 citernes qui fonctionnent sur le même module. C'est-à-dire que vous avez un grand espace quadrangulaire, qui est l'espace principal, en quelque sorte, et systématiquement, dans les 2 cas au moins, un petit ombilic, comme celui-là ici, la partie qui est à l'extrême est, qui formait un regard, un puits d'accès. Ce qui signifie sans doute que cette citerne devait s'étendre sur au moins 2 habitats distincts, ou au moins 2 pièces distinctes, ça c'est sûr. Il devait y avoir au moins une pièce ici qui permettait d'y accéder directement, donc dans laquelle on pouvait puiser de l'eau directement. Et ces petits, façon de parler, cette canalisation permettait d'ouvrir un autre accès à l'eau par le regard qui se trouvait là-bas à l'extrémité. Donc là aussi, c'est des structures qui sont passées sous des murs déjà existants, mais alors là, ils sont carrément passés au travers des murs, et le but étant de donner un accès à l'eau aux espaces qui se trouvaient plus à l'est. Ce qui est assez surprenant, c'est que j'attendais d'une citerne un enduit plus hydraulique que ça. Et on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement résistant à l'eau, particulièrement étanche, mais pourtant, vraiment, je ne vois pas d'autre raison pour la construction de ces espaces. Et puis dans les autres cas, il n'y a pas de problème, ça a servi à de l'eau. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Compte tenu de la présence de la voie antique juste derrière vous, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose dessous. Normalement, là, ils sont descendus dans le substrat. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas eu besoin de faire une étanchéité beaucoup plus grande que celle-là, parce que derrière, ça doit être étanche. Il faudra qu'on fasse une recherche rétroactive sur les cadastres anciens pour essayer de savoir à qui appartenait la maison qui s'élevait à cet emplacement-là. Pour l'instant, non, je serais bien incapable de dire pourquoi. C'est la nature des piliers qui me font dire que c'est relativement luxueux. Après, est-ce que c'est simplement parce qu'ils avaient les piliers sous la main qu'ils les ont réutilisés pour faire ça? Il est très possible qu'en étant descendus dans les niveaux romains en dessous, ils soient tombés sur ces éléments-là et qu'ils aient cherché à les réemployer plutôt que de faire un pilier construit. C'est très possible, hein, mais là c'est de l'hypothèse complète. À l'avènement de la période islamique, Alger n'apparaît dans la littérature qu'à partir du Xe siècle. En l'an 948, Ibn Hawqal la décrit comme une ville entourée de murs. Elle compte plusieurs marchés et dispose de nombreuses sources d'eau. Habitée par une population amazigh, l'élevage de bovins et de moutons constitue sa principale richesse. Du beurre, du miel et des figues étaient expédiés vers des marchés aussi éloignés que celui de Kéroua. Les sources historiques demeurent muettes sur la période entre le 7e et 10e siècle. Après avoir dégagé ce niveau-là ottoman, on est sur un niveau médiéval qu'on voit sur le terrain matérialisé par l'apparition des murs orientés nord-sud, est-ouest, et qui prouve qu'il y avait une organisation de la structure urbaine à l'époque. Et il y avait toute une organisation cadastrale par rapport à l'organisation des terrains à l'époque. Ce qui a été aussi découvert concernant ce niveau-là, aussi l'apparition des premières voies, comme cette voie médiévale de l'époque qui remonte probablement au XIe ou XIIIe siècle. Elle est complètement différente des voies construites aux époques postérieures. À une centaine de mètres de la zone des fouilles de la place des Martyrs se trouve la grande mosquée ou Jama al-Kbir. La mosquée s'élève au début de la rue El Mourabitin.
ancienne Triq Bab Tzira. C'est la plus ancienne mosquée d'Alger. Dédiée au rite malikite, elle a été édifiée en l'an 1018. Il peut y avoir deux fours ou un seul four, mais il peut avoir servi plusieurs fois. C'est que quand tu fais un trou comme celui-là pour faire le foyer, tu fais un premier four par-dessus avec une première sole, un premier laboratoire, etc. Tu casses ton laboratoire pour récupérer la production. Ouais. Et puis la sole, en général, elle s'est abîmée, elle a souffert de la chaleur parce que tu as multiplié les cuissons et compagnie. Et tu refais une deuxième sole par-dessus. Et toujours, le laboratoire, il se refait à chaque cuisson, lui, puisqu'il est cassé à chaque cuisson. Ouais. Et donc on pourrait très bien avoir un four, un seul four, mais qui a servi plusieurs fois. Hier, on a évoqué que c'est un type de four, on n'est pas sûr, mais à barre. Non, on n'en est pas sûr. Non, non, là, tant qu'on n'a pas trouvé les trous des barres... Voilà. Le problème, c'est que sur le site, on a énormément de barres d'enfournement. On n'a jamais trouvé les fours, c'est le premier qu'on ait. Donc on fait le lien, mais pour l'instant, il n'y a absolument... Il n'y a aucune preuve sur la structure de ce four-là, il n'y a aucune preuve pour que ce soit un four à barre. Ce petit muret là que tu as en briquette là devant, qui ressemble beaucoup à celui qui peut-être s'est effondré dedans, il fait bien la limite de la structure extérieure du four. C'est-à-dire que ton laboratoire, il devait être construit à l'intérieur de ça, il devait être monté à l'intérieur de ça, il devait se développer comme ça, systématiquement. Et ça donnait la limite extérieure de la structure. Témoin de la vie passée des Algérois, la céramique est recueillie en quantité abondante. Vaisselle, poterie de stockage et de transport, ainsi que d'autres objets de la vie quotidienne. Près de 2000 terres cuites ont été recueillies. Elles sont en cours d'analyse. Le but de ce dessin, c'est en fait de pouvoir comparer tous les échantillons qu'on a trouvés sur le chantier pour retracer les objets qui étaient utilisés à la période islamique, puisqu'il s'agit de la période islamique ici, pour essayer de retrouver un peu les modes de vie de l'époque, les objets qu'on utilisait au quotidien. C'est essentiellement pour retracer la vie quotidienne, mais ça a aussi d'autres intérêts. Celui-là, il est vraisemblablement produit dans la région. À Alger peut-être, mais au moins dans la région. Donc ça permet de connaître les techniques qui étaient employées à l'époque pour fabriquer la céramique, de comparer avec ce qui se fait ailleurs, voir si c'est les mêmes procédés, si c'est en avance ou pas par rapport à d'autres régions. Et ça permet, donc celui-là vient de la région, mais il y a aussi certains fragments qui proviennent d'autres pays, d'autres rivages de la Méditerranée, donc ça permet de voir les échanges qu'il peut y avoir au sein du bassin méditerranéen. Ce qu'on peut déjà en dire, c'est que la période s'insère très bien avec le reste du bassin méditerranéen, du monde islamique de l'époque. Donc on retrouve les mêmes choses, les mêmes formes, les mêmes objets jusqu'en Espagne.
Donc on peut dire qu'il y a une espèce d'uniformité sur toute cette partie-là de la Méditerranée. Et il y a aussi des échanges puisqu'on arrive quand même à discerner quelques de très rares fragments qui pourraient provenir d'Espagne justement. Donc ça permet de voir aussi les échanges qui peuvent exister à l'époque entre les différents pays. Le principal apport, c'est d'essayer de retrouver les objets quotidiens des gens dont on ne parle jamais dans les grands livres et dans les... Donc sur la table là-bas, par exemple, vous voyez plein d'ustensiles, des petites jarres, des cruches, donc ça permet de voir un peu comment étaient les vaisseliers de l'époque, comment on faisait la cuisine, les évolutions aussi de l'art de faire la cuisine. Petit à petit, on voit des évolutions dans les formes pour faire cuire les aliments, dans les quantités qu'on peut faire. Enfin, c'est infini tout ce qu'on peut apprendre par les objets. Puis, dans les objets, il n'y a pas que la céramique, il y a aussi tous les objets qu'on trouve à côté, le fer, les objets en métal, les objets en os. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le verre. La tombe, c'est une structure comme une autre qui a été mise en place. Et notre objectif, c'est non seulement de fouiller l'intérieur de la tombe, mais de comprendre la mise en œuvre. Donc là, je cherche le creusement pour essayer de comprendre la relation entre ces deux sépultures qui sont très proches l'une de l'autre, pour savoir si on peut déterminer une chronologie pour la mise en place. La seule exception qu'on ait sur ce chantier pour le moment, toutes les tombes étaient orientées ouest-est, c'est-à-dire la tête des individus à l'ouest. Et c'est la seule qu'on trouve orientée nord-sud. Alors on ne sait pas encore pourquoi, peut-être il y a des raisons topographiques, on verra quand on descendra la partie qui est sous vos pieds, là, pour savoir s'il y avait une contrainte topographique ou quelque chose qui a pu expliquer la mise en œuvre de cette tombe dans cette position-là. Là où l'histoire se tait, les tombes parlent. Qu'en est-il d'Alger durant la période byzantine? La littérature parle d'une présence byzantine éphémère et affirme la prédominance des tribus amazirs qui développaient l'idée d'un royaume indépendant. Les vestiges de la présence byzantine sont rares. Pendant la fouille, les archéologues ont mis au jour cette nécropole. 71 tombes ont été dénombrées. On a prélevé 64 individus adultes et 48 immatures. Au total, 117 individus sont en cours d'analyse au laboratoire. Il faut dire que les espaces mortuaires, riches en indices marqueurs, sont une aubaine pour l'archéologue. Là, on est dans la période byzantine, donc c'est une des premières nécropoles qu'on fouille, donc on sait très peu de choses quant aux rites.
Et là, ce qu'on a pu observer, c'est qu'a priori, on est dans des aménagements de caveaux qui étaient réouverts pour redéposer plusieurs individus. On n'a quasiment pas de tombes individuelles ou très très peu. On ne sait pas si c'est des regroupements familiaux ou autres, on ne saura pas dans la mesure où on n'a pas fait de prélèvement ADN. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les individus ont été déposés parfois bien après la dépose du premier ou du deuxième individu. Là, tu vois, c'est dans un mur ottoman. Donc on regardera de l'autre côté parce que là... On a une nécropole qui a sans doute pas été utilisée très longtemps, ce qui correspond de toute façon à ce qu'on sait de l'occupation byzantine ici à Alger et en Algérie. Ça n'a pas dépassé plus d'un siècle de toute façon. Donc on a effectivement une nécropole avec très peu de recoupement, ce qui indique une utilisation qui n'est pas trop longue. Parce qu'en général sur des occupations longues, on a des tombes qui se superposent ou des recoupements parce qu'il y a des tombes qui sont oubliées et qui disparaissent. Donc quand on installe une autre tombe, on peut la recouper. Et là, il n'y a aucun cas comme ça. On a juste ici les juxtapositions. Sinon, l'ensemble de la nécropole semble être installé par ligne et par rangée, assez symétrique. Dans la partie sud, l'essentiel des sépultures étaient des sépultures multiples. Donc il y avait plusieurs inhumations à l'intérieur du même coffre. A priori, ici, sur les 3 sépultures qu'on a fouillées pour l'instant, il y en a une qui est une sépulture où il y avait 2 individus simplement. L'individu le plus profond étant très abîmé par les ruissellements. Et les 2 autres, il n'y a qu'un seul individu. Donc on peut supposer qu'on doit s'approcher tout doucement des marges de la nécropole. C'est-à-dire qu'elle doit se développer plutôt vers le sud que par ici, que vers le nord. Dans une partie de la nécropole, on a remarqué que les inhumations sont faites en décubitus latéral. Le corps est allongé sur le côté, la tête orientée vers l'ouest. Toutes les tombes fouillées ne contiennent pas de mobilier funéraire. Un seul individu porte un ornement sous forme de bille en agate. Ici, un monument public, une basilique, dont la date d'édification se situe probablement entre le IIIe et le IVe siècle. On est en plein cœur de la basilique qu'on a découvert durant cette campagne de fouilles depuis 2013. Là, on est en plein nef centrale qui est représentée par des motifs, bien sûr, polychromes, représentés aussi avec des motifs géométriques et floraux. Donc, on observe aussi la nef latérale du côté ouest qui est représentée elle-même avec les cercles séquents en bichrome, en noir et blanc. On a de même sur le côté est, dont on trouve pratiquement les mêmes motifs et les mêmes décors qui sont représentés. Par contre, quand on pénètre dans la nef centrale, on a ces hexagones qui sont représentés par des cercles qui sont de diamètre assez grand et avec une polychromie en rouge et des alternances en vert et en jaune, avec le tout est encerclé avec des hexagones. Durant cette campagne, on a trouvé l'embléma.
Un embléma dans une mosaïque, c'est une composition pratiquement d'un motif, que ce soit floral ou géométrique ou même des fois figuratif. Ici, dans notre cas, on peut faire une lecture sur cet embléma. Donc, on a un encadrement déjà qui est sous forme de presque carré. L'intérieur, il est décoré avec un médaillon qui est représenté par des fleurs de laurier qui sont raccrochées avec un nœud qui est sous forme d'un vase. À l'intérieur de ce médaillon, on remarque qu'il y a la présence d'une inscription, bien sûr une inscription latine, dont malheureusement, et ce qui nous cause aussi un problème pour la lecture de cette inscription, elle est perturbée avec une grande lacune, là qu'on voit, là c'est une lacune. En plus, le creusement du tombe qui sont venus bien sûr a priori postérieurement pour installer la nécropole. Et comme par hasard, ce creusement et la lacune sont venus directement se poser pratiquement au niveau central de notre embléma. Maintenant, ce qu'on possède sur l'inscription, c'est pratiquement les quelques lettres qui restent de la fin de chaque ligne, c'est-à-dire ou de chaque registre. En fonction des découvertes actuelles, on a l'impression qu'on a deux grandes périodes de mise en place de l'architecture. C'est-à-dire il y a une architecture mise en place à l'époque romaine avec des axes d'urbanisme probablement assez forts. Là, ce qu'on a, c'est la fin de cette période-là. La basilique on est dans un centre monumental, on est probablement près du forum, dans le centre politique de la ville à l'époque romaine. Et ensuite, les traces au Moyen-Âge, les traces de la ville deviennent beaucoup plus ténues. Et probablement que l'installation de la ville à l'époque médiévale s'est repliée peut-être un peu plus sur la Casbah, donc on a une espèce de hiatus. Et ensuite, à l'époque ottomane, on réinstalle, quelque part, on refait un lotissement, on a l'impression. Il y a un lotissement avec des rues, avec des maisons, avec un quartier artisanal qui se remet en place sur un terrain qu'à l'époque on devait considérer comme vierge, puisqu'on ne devait plus voir les traces antérieures et de la basilique. Donc on a deux choses séparées qui se superposent avec un phénomène de rétractation de l'habitat qui s'est concentré, mais beaucoup de villes dans le monde s'est passé la même chose, le même phénomène. Et puis une réoccupation à un moment d'expansion économique. C'est-à-dire que celui-là, effectivement, c'est peut-être la suite du mur de l'autre côté, ce qui pourrait expliquer pourquoi la tranchée, on ne la retrouve pas, parce qu'il y a le mur de ce côté-là. C'est possible. Ouais, donc là, il faut quand même purger, renettoyer un peu. Je ne veux pas dire enlever le mur ottoman, mais il faut que, en le nettoyant bien, il faut qu'on voit clairement la différence entre ce qui est le mur romain et ce qui est le mur ottoman qui est venu le couper par la suite. Est-ce que ce niveau rouge, est-ce qu'on le retrouve vraiment jusqu'en haut? Ou est-ce que le mur il a été installé? Est-ce que c'est le vert qui est venu sur le rouge? Auquel cas, ça veut dire que quand ils ont installé le mur, ils étaient à ce niveau-là, le vert il est venu après. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. C'est pas normalement, faut que tu me le prouves. Hein? Moi aussi, je peux te faire l'histoire comme j'ai envie. Après 3 années de fouilles, depuis la surface jusqu'au substrat, un grand nombre de vestiges archéologiques ont été prélevés. Cette fontaine datant de la période ottomane sera déposée. Elle trouvera sa place dans le futur musée de la station.
Pour permettre la poursuite des travaux de la station de métro, les archéologues décident de déposer la mosaïque. Après avoir nettoyé la mosaïque, consolidé les bords, photographié et noté toutes les observations utiles, on procède alors à l'opération d'entoilage. La mosaïque est recouverte de bandes de gaz chirurgicales. À l'aide d'un pinceau, on l'imprègne d'une colle vinylique diluée dans l'éthanol. Le restaurateur applique une deuxième couche de gaz et de colle, puis il laisse sécher. Voilà. Alors là, on va lui donner le nom, la lettre B. La mosaïque est divisée en plusieurs panneaux numérotés et reportés sur un plan, car il est impossible de la prélever en une seule fois. Ça va être une longue saignée, celle-là. Hein. Ça va saigner, hein. Ça va saigner, mon ami, hein. C'est moi qui te le dis, hein. Après l'entoilage, les restaurateurs effectuent des saignées. On coupe la gaze avec un cutter. Puis à l'aide d'un ciseau et d'un marteau, on prélève une rangée de tesselles. هاي la bordure تاع la rangée تاع etc. هذا الشيء جست ديترمينيت تفتادو. Mais bien sûr, parce que le chi, ça va y aller facilement. Tu fais la séparation, d'accord. La saignée est une opération nécessaire permettant de détailler la mosaïque en petites surfaces facilement transportables. L'emplacement des saignées est déterminé en fonction de la composition du décor. Non, parce que كتكملي هكذا تنحيهم كاع على بالك. Tu vois, كتكملي هكذا يروحوا لك كاع. Ouais, c'est هكذاك. Tu continues, tu continues. Puis vient l'étape de la dépose. On insère des barres métalliques sous la mosaïque et soigneusement on soulève le morceau qu'on dépose sur une plaque en bois. De ce côté-là, on va essayer de... Et tous en même temps. 1, 2, 3. Cette étape est délicate. 2, 3. Il faut veiller à ce que les tesselles ne se décollent pas de la gaze. Une fois déposés, les panneaux de mosaïque sont placés dans des caisses en bois. Sur chaque caisse, on note le nom du chantier, la date de la dépose, le numéro du panneau et son emplacement. Une fois l'opération de dépose terminée, les caisses prennent le chemin du dépôt archéologique de l'Office de gestion et exploitation des biens culturels. La deuxième pente. Cet endroit précis correspondait à un grand bâtiment de l'hôtel de la Régence qui a été terrassé pour agrandir la place des Martyrs. Sauf que le terrassement s'est fait en surface, les voûtes étant en place et se sont fait remplir avec des dépôts de toutes parts. Le fait de stabiliser à travers cette dalle avait permis aux archéologues de planifier la fouille sous dalle. Vous voyez, on est en train de vider le remplissage des voûtes de l'hôtel de la Régence dont nous voyons les forts moufants. Et une fois que c'était terminé, nous allons nous intéresser à l'unique couche
qui doit avoir, j'espère, une épaisseur d'1 mètre, on verra, de renseigner les vestiges archéologiques qui se trouveraient enfouis. Pour la mémoire, il doit être dans mon sac. tous les efforts sont là, le patrimoine, on en a besoin, mais aussi l'importance de la cité, de la ville et du développement est pris en charge. C'est dans ce deal qui n'était pas facile au départ d'expliquer, mais en faisant le travail, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe du groupe archéologique avec l'équipe du génie civil, on en fait réellement une. Et ça consacré aux Antiquités, conserve une multitude d'objets qui nous renseignent sur les différentes étapes historiques qui se sont succédées sur la terre d'Algérie. En attendant la réalisation de l'espace muséal dans la station de métro Place des Martyrs, ce musée abrite une exposition de quelques vestiges mis au jour par les fouilles archéologiques. Grâce au travail archéologique, Alger se présente et donne un aperçu de son histoire millénaire à la nouvelle génération. Et ces jeunes